Dorothy McPhee est en danger de mort. Une de ses artères peut se rompre à tout moment. L'opération normale consiste à ouvrir l'abdomen, une longue incision verticale. La petite Leslie a une malformation grave de la colonne vertébrale. La patiente est témoin de Jéhovah. Or, les pertes de sang sont inévitables dans une opération aussi lourde. Deux opérations nécessaires. Mais les deux patientes, par conviction religieuse, refusent la transfusion de sang. Les médecins disposent désormais de techniques efficaces utilisables sur les patients qui, pour diverses raisons, refusent les transfusions. On pense pouvoir bientôt appliquer ces nouvelles techniques à tous. À l'aube du XXIe siècle, la société humaine se diversifie de plus en plus. Il y a partout un brassage de langues, de coutumes, de cultures et de croyances religieuses. L'adaptation à cette diversité est délicate à tous les niveaux de la société. C'est un défi particulier pour le milieu médical. Nous vivons dans une société pluraliste. Le médecin a son propre système de valeurs. Mais il se trouve face à des patients qui ont aussi leurs valeurs et des positions personnelles sur certaines questions. Il y a quantité de cultures ayant chacune ses particularités que nous, professionnels de la santé, devons comprendre. À mon avis, le médecin n'a pas seulement le devoir de sauver la vie. Son premier et plus grand devoir est de respecter le patient. Dans le passé, la profession médicale a eu parfois du mal à tenir compte des besoins d'un certain groupe religieux, les témoins de Jéhovah. En effet, les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines. C'était la décision la plus facile, parce qu'en aucun cas, je n'accepterai de sang. J'ai entendu transfusion sanguine et aussitôt j'ai dit non, non. Je ne pourrais plus me regarder en face si je reniais mes croyances et mon Dieu. La transfusion sanguine, non, impossible. Leur refus des transfusions était souvent mal compris. C'est sûr. Dans le passé, les témoins de Jéhovah étaient très mal considérés par les médecins, surtout par les chirurgiens. Avant ma première rencontre avec un témoin de Jéhovah, j'avais dans l'idée que ces gens étaient des fanatiques religieux. Il s'agit en partie, j'en suis sûr, d'un préjugé contre un groupe religieux dont le médecin, ou le juge, ou le légiste ne sait à peu près rien. Maintenant, tout le monde, ou presque, est informé des risques de maladies transmissibles par le sang et les transfusions. Mais, à dire vrai, la raison majeure pour laquelle les témoins de Jéhovah refusent le sang est que la Bible le tient pour très précieux. La déclaration est d'ailleurs très claire, pas besoin d'une analyse théologique pour la comprendre ou l'expliquer. L'Écriture dit tout net qu'il faut s'abstenir du sang. Du point de vue d'un non-croyant, ça semble un acte aberrant. Pour certains, ça va à l'encontre de la médecine. C'est mettre le patient en danger. Certains d'entre nous, dont moi, avaient l'impression que les témoins refusaient le meilleur traitement, qu'ils étaient contre les soins médicaux.
Il était évident que je voulais qu'elle vive. Si je l'avais amenée à l'hôpital, c'était pour qu'elle guérisse. Je ne voulais absolument pas mourir. Je suppose que ça ne fait envie à personne. Ils ne cherchent pas à nous convaincre de les aider à se suicider. Ils veulent vivre, ils veulent des soins de qualité. Nous pouvons faire notre travail avec eux. J'ai compris qu'ils souhaitent les soins les meilleurs, à la seule exception du sang. Je pense qu'il faut tâcher de dissiper l'idée que les témoins de Jéhovah sont en quelque sorte des originaux. Et les autres religions, leurs doctrines ne font pas toute l'unanimité, mais la question n'est pas là. Il s'agit d'un précepte religieux, pas d'un entêtement absurde. C'est une croyance religieuse. Or, j'estime devoir la respecter au même titre que celle d'autres religions. La règle est que tout patient a le droit de recevoir ou de refuser de recevoir un traitement après une discussion approfondie, franche et loyale avec le médecin traitant. Selon moi, le droit le plus fondamental du patient est le droit à l'autodétermination. Le droit qu'a tout patient de décider de ce qu'on va faire de son corps. En dépit des droits du patient, certains trouvent absurde que l'on refuse un traitement qu'ils estiment salvateur. On a tort d'assimiler le refus d'un traitement à du suicide, qui est le choix délibéré de se supprimer. Se pose toujours la question légitime de savoir si le patient est sain d'esprit, mais le seul refus du sang n'est pas en soi une indication. Je ne pense pas que le refus d'un traitement soit irresponsable ou absurde. Si quelqu'un préfère ne pas prendre tel cachet ou tel liquide ou telle soluté, c'est son choix. Des patients refusent l'assistance respiratoire parce qu'ils ne veulent pas de canule. Tous les jours, des patients atteints de tumeurs malignes, d'un cancer, refusent tel ou tel traitement, chimiothérapie, ablation chirurgicale. Les patients qui refusent des traitements, ça n'a rien d'inhabituel pour moi, je ne prends pas ça pour une insulte personnelle. Ces données sont souvent occultées par des faits divers signalant des décès consécutifs au refus de la transfusion. Dire que quelqu'un est mort faute de transfusion, c'est superficiel et captieux. C'est schématiser à l'extrême un événement tragique. Il arrive rarement, voire jamais, qu'un patient meure parce qu'il a refusé une transfusion. On meurt à cause d'une maladie, d'un traumatisme ou des complications d'une opération. Vous savez, j'ai soigné plus de 200 témoins de Jéhovah. Je n'ai jamais perdu un patient pour n'avoir pas pu lui administrer du sang. Alors, pourquoi la transfusion reste-t-elle le traitement standard pour les pertes sanguines importantes? À mon avis, les médecins ont été bercés de l'idée qu'avec le sang, on donne la vie et que le sang est intrinsèquement bon pour vous. Le refus du sang dérange et préoccupe beaucoup de médecins parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir soigner correctement leurs patients s'ils ne transfusent pas. Pour bien comprendre cette réaction des médecins, il est utile d'en savoir davantage sur le sang et la raison d'être des transfusions. Le sang circule dans le corps par un système incroyablement complexe de vaisseaux appelés veines et artères.
Les artères acheminent le sang oxygéné depuis le cœur jusqu'à des vaisseaux minuscules appelés capillaires, qui eux-mêmes apportent au corps entier les globules rouges riches en oxygène. Au niveau cellulaire, les nutriments et l'oxygène sont échangés contre le gaz carbonique et les autres déchets. Puis les veines ramènent le sang désoxygéné jusqu'au cœur. Le cœur propulse ce sang vers les poumons, où s'opère l'échange gaz carbonique-oxygène, et le cycle recommence. Ce cycle est absolument essentiel à la vie. Faute de sang pour leur apporter l'oxygène, les cellules meurent, le corps meurt. Quand quelqu'un perd beaucoup de sang, les médecins doivent respecter deux priorités. Le plus urgent est l'arrêt du saignement. Rien ne compte davantage que l'arrêt du saignement. Deuxièmement, il faut rétablir le volume sanguin. Qu'arrive-t-il quand quelqu'un perd un trop grand volume de sang? Le cerveau ou d'autres organes ne sont plus irrigués, le patient risque de mourir. Il faut rétablir le volume, la circulation, l'oxygénation. Un moyen de corriger la diminution de volume est de perfuser un autre liquide. On peut se servir de plusieurs sortes de produits et pas forcément de sang. De plus en plus de patients préfèrent se passer du sang pour des raisons personnelles. Quand on discute avec des patients la veille de leur opération et qu'on leur demande s'ils préféreraient éviter la transfusion, ils disent toujours oui. Je dirais qu'aujourd'hui, au moins 80% des patients préféreraient nettement ne pas recevoir de transfusion. Jadis considéré comme adjuvant normal de la chirurgie, la transfusion est maintenant regardée comme quelque chose à éviter. La transfusion présente des risques réels. Nous nous préoccupons des germes véhiculés par le sang et bien sûr du sida aussi. Le sang est un produit biologique. Il peut être porteur de maladies. On en dépiste beaucoup, mais il y en a qu'on ne connaît pas. On a vu apparaître, avec le VIH, des maladies terribles qui n'existaient sans doute pas autrefois. Personne ne peut dire si la prochaine maladie va se manifester dans 10 semaines, 10 ans ou 100 ans. L'hépatite C et l'hépatite B sont transmissibles. Quant aux coûts, les coûts sociaux, ils sont très élevés. Il y a parfois des réactions post-transfusionnelles. C'est rare, mais potentiellement dangereux, voire mortel. On se trompe de sang et c'est la catastrophe. Ces erreurs de manipulation ont tué et elles tuent encore. C'est intéressant de comprendre maintenant, au début des années 2000, que dans une certaine mesure, la transfusion n'a pas toujours les effets escomptés. Au fil des années, nous acquérons la conviction que bon nombre des incidents post-opératoires ne sont pas dus à la malchance ou à l'incompétence du chirurgien, mais en réalité sont des complications de la transfusion. Ces préoccupations ont favorisé la mise au point d'un large éventail de techniques alternatives, des traitements acceptables pour beaucoup de témoins de Jéhovah et d'autres qui préfèrent aussi ne pas recevoir de sang. On peut grouper ces techniques autour de 4 principes directeurs. Il y a tout ce qui touche à l'anesthésie, l'emploi de certaines substances et bien sûr la technique chirurgicale. La meilleure méthode pour maîtriser une hémorragie, c'est d'éviter l'hémorragie. Avec un saignement minimum pendant l'opération, on a un résultat final meilleur et moins de risque de complications.
Une chirurgie minutieuse prévient les saignements. L'âge importe peu. Nous avons déjà opéré des nouveau-nés et des gens de plus de 90 ans. Un chirurgien qui opère sans perte de sang importante est presque invariablement un chirurgien compétent et soigneux. Celui qui n'économise pas le sang est généralement tout le contraire. Les chirurgiens disposent maintenant d'une large panoplie d'instruments pour limiter les saignements. On peut utiliser l'électrocautérisation au lieu du scalpel. En cas de saignement persistant, il existe des techniques de coagulation, dont la meilleure pour l'instant est la coagulation par faisceau argon. Il existe des instruments externes qui permettent aux chirurgiens de voir à l'intérieur du corps et de limiter les incisions. On peut utiliser des médicaments, appliquer des produits qui limitent les pertes de sang. Nous disposons de plusieurs méthodes, telles que l'emploi de la colle biologique. La colle biologique stimule la coagulation par contact. La colle biologique est extrêmement utile parce qu'elle ne lèse pas le tissu. Avec un témoin de Jéhovah, chez qui une perte de sang est critique, il faut être très méticuleux pour ne pas perdre une goutte de sang. On a de nouveaux procédés d'hémodilution et de réinjection qui facilitent l'opération et qui sont acceptables pour les gens dont la religion interdit la transfusion. Les principes de l'hémodilution en matière d'épargne sanguine sont relativement simples. En gros, nous effectuons un circuit fermé sur le patient. Le sang que nous retirons au patient, nous le dérivons et nous le remplaçons par des liquides. On obtient un sang dilué et de ce fait, le patient ne perd que du sang dilué. Lorsque le patient saignera au cours de l'intervention, il perdra moins de globules rouges. C'est comme ajouter de l'eau à 1 litre de lait pour obtenir 10 litres, vous avez toujours le litre d'origine. Mais versez-en dans quelque chose et vous aurez beaucoup d'eau et une fraction du lait. À la fin, éliminez l'eau et vous revenez à votre point de départ. Ici, nous utilisons régulièrement ce procédé, surtout quand une perte de sang importante est prévue. Maintenant, et pas seulement pour les témoins de Jéhovah, c'est un assez bon procédé pour les opérations à forte déperdition de sang. En cas de saignement, nous utilisons un appareil de récupération. Nous aspirons le sang épanché, nous le lavons, le nettoyons, le traitons, nous le filtrons, puis nous vous le restituons. La récupération du sang épanché est une technique très importante, car grâce à elle, le sang perdu par le chirurgien ne l'est pas pour le patient. Pour un polytraumatisé qui perd beaucoup de sang, je prépare toujours le Cell Saver. Pour stimuler la capacité de l'organisme de reconstituer sa réserve sanguine, il existe une hormone appelée érythropoïétine. L'érythropoïétine est une substance naturelle, formée essentiellement dans les reins, un peu aussi dans d'autres organes. Elle aide la moelle osseuse à fabriquer les globules rouges. La production de cellules sanguines a lieu surtout dans le sternum, les côtes, les vertèbres et le bassin. L'érythropoïétine recombinante stimule la production naturelle de globules rouges. Si le patient doit être hospitalisé longtemps, je le mets sous érythropoïétine recombinante pour qu'il commence à se constituer une réserve sanguine. Ce peut être un procédé très économique pour réduire l'utilisation de la transfusion sanguine. L'un des aspects les plus réjouissants, c'est que la majorité des techniques alternatives dont nous parlons sont à la portée des médecins et des hôpitaux du monde entier.
On a maintenant, dans presque toutes les branches de la chirurgie et de la médecine, des moyens d'intervenir sans recourir au sang. Le risque zéro n'existe pas plus pour les alternatives à la transfusion que pour toute autre thérapie. Le patient, surtout témoin de Jéhovah, voudra s'informer des bénéfices et des risques liés à tout traitement spécifique. Il faut se renseigner. Ces techniques alternatives aident-elles vraiment les médecins à soigner les patients qui ne veulent pas de transfusion? Leslie Lacks venait d'entrer à l'école primaire quand elle a présenté les symptômes d'une malformation spinale dégénérative. On a diagnostiqué une forme grave de scoliose. La scoliose est une déviation de la colonne vertébrale que nous devons corriger dans la limite de la flexibilité de la colonne. Le port d'un corset n'ayant rien donné, les médecins ont recommandé une intervention chirurgicale lourde. À l'aide essentiellement de crochets en acier et de barres métalliques fixées le long du dos, nous étirons la colonne et en rectifions l'alignement. Les parents Lacks souhaitaient une opération sans transfusion. Ils ont fait appel à une équipe expérimentée dans ce type d'opération. Avant l'intervention, les médecins de Leslie ont enrichi son sang à l'aide de fer et d'érythropoïétine recombinante. Il était essentiel de perdre le minimum de sang pendant l'opération. Deux techniques nous ont permis d'y arriver. Nous appelons la première cell saver et la deuxième hémodilution. La sécurité réside dans le fait que le sang est celui du patient et qu'il reste en circulation continue, ce qui n'ouvre pas la porte à la contamination ou aux maladies transmissibles par le sang. L'opération a réussi sans aucune transfusion. Quelques jours après, Leslie se tenait debout et marchait. Elle est si heureuse de pouvoir se tenir debout. Elle dit tout le temps « Maman, je suis presque aussi grande que toi maintenant ». Leslie va devoir porter un corset pendant quelque temps, mais les médecins affirment qu'elle aura une vie normale. Je veux faire du patin, du skate, pourquoi pas du snowboard, des trucs comme ça. Certains traitements alternatifs font appel à de nouvelles techniques chirurgicales visant à réduire les saignements. Dorothy McPhee, 75 ans, souffrait d'un anévrisme de l'aorte abdominale, un problème très grave qui d'ordinaire exige une chirurgie lourde. L'opération normale consiste à ouvrir l'abdomen, une longue incision verticale depuis le bas du thorax jusqu'au pubis, puisqu'il faut travailler autour et en arrière de tout le système intestinal. L'hospitalisation dure au mieux 4 ou 5 jours, mais en moyenne 1 semaine ou plus, bien sûr, sans complications post-opératoires. Dorothy étant témoin de Jéhovah, ces médecins ont employé une technique chirurgicale qui limite le saignement. Ce que nous avons fait s'appelle chirurgie aortique endovasculaire. Précisément endovasculaire parce que nous travaillons dans l'artère. Par cette artère, nous guidons jusqu'à l'anévrisme nos cathéters, nos fils, tous nos instruments. Nous pouvons alors voir l'anévrisme grâce à la fluoroscopie au rayon X. Les chirurgiens ont introduit une sorte de filet appelé stent, grâce à quoi ils ont pu réparer l'aorte sans pratiquer une grande incision qui aurait beaucoup saigné. Une petite incision dans l'aine, toutes les manipulations faites par là, des suites opératoires quasi indolores et sans complications, retour chez soi en général dans les 24 heures.
Tout le monde y gagne. Je me sens bien. Je ne l'aurais pas cru, mais c'est vrai. 2 jours après l'opération, Dorothy est rentrée chez elle. Elle a très bien récupéré. De plus en plus de médecins acceptent de soigner sans transfusion les patients qui le demandent. Avec l'apparition de toutes ces techniques, les témoins de Jéhovah ne sont plus vraiment des cas à part. Nous savons qu'ils ne veulent pas de sang et nous avons les moyens techniques d'accéder à leurs vœux. Votre croyance sur le refus de la transfusion, ce ne devrait plus être qu'un aspect infime des soins médicaux. Il faut tenir compte de cette croyance, d'accord? Maintenant, nous pouvons vous donner les 99% de soins dont vous avez besoin. Comparons ça à un patient allergique à la pénicilline. On n'imagine pas le médecin dire « désolé, sans pénicilline, je ne peux pas vous soigner ». Non, il répond simplement « on va vous donner un traitement de substitution, un autre antibiotique ». Et ça ne l'empêche pas de soigner son malade. Cette approche affinée de la médecine ouvre des perspectives réjouissantes pour tous. Ne pouvant pas utiliser le sang avec les témoins de Jéhovah, nous avons appris à nous en passer dans beaucoup d'autres situations. En fait, ça nous a poussés dans la bonne direction. Les alternatives à la transfusion, c'est de la bonne pratique médicale, de la médecine sûre et sérieuse. Vraiment, c'est une méthode qui devrait être proposée à tous les patients. L'objet de cette discussion n'aura bientôt plus de raison d'être, parce que dans les 5 à 10 prochaines années, la médecine et la chirurgie sans transfusion vont devenir si répandues qu'elles ne surprendront plus personne. Par leur position, les témoins de Jéhovah ont eu l'honneur d'aider les médecins à découvrir de meilleurs moyens de soigner leurs malades sans les exposer au risque de la transfusion. Mon constat personnel, c'est qu'ils ont révolutionné la profession médicale au point que souvent, le fin du fin en la matière consiste désormais à soigner sans transfuser. Déjà, quelques 100 000 médecins dans le monde acceptent de soigner et d'opérer sans transfusion ceux qui le demandent. Beaucoup de spécialistes pensent que dans un avenir proche, la médecine et la chirurgie sans transfusion deviendront la norme. On a maintenant, dans presque toutes les branches de la chirurgie et de la médecine, des moyens d'intervenir sans recourir au sang. Nous nous débarrassons des transfusions en général. En général, un chirurgien du cœur, il lui faut du sang, pas moi. Je suis très fier quand mon patient sort de la salle d'opération sans avoir été transfusé. Je prévois que d'ici quelques années, il ne nous viendra même plus à l'idée d'administrer du sang. En ce 21e siècle, de plus en plus de contraintes pèsent sur les systèmes de santé. Avec l'augmentation du nombre des patients, surtout des patients âgés, il devient difficile de répondre aux besoins de tous avec les moyens disponibles. Par ailleurs, sur les plans du droit et de l'éthique,
on note une volonté d'associer davantage le patient au choix de son traitement. Un secteur de la médecine est particulièrement concerné par cette évolution. De plus en plus de médecins pensent qu'il faut revoir notre position sur les transfusions sanguines. Aujourd'hui, au moins 80% des patients préféreraient ne pas recevoir de transfusion. La presse le confirme. Complications post-transfusionnelles, pénurie de sang et risques liés aux produits sanguins inquiètent médecins et patients. Pour ne citer qu'un exemple, l'Organisation mondiale de la santé estime que transfusion et injection causent chaque année dans le monde 5 millions d'infections par le virus de l'hépatite C. Les efforts des autorités sanitaires pour rendre les transfusions plus sûres ont fait monter en flèche le prix du sang. Il y a 2 ans, une unité de sang transfusée nous coûtait 63 € contre 142 aujourd'hui. Les effets secondaires de la transfusion ont un coût, eux aussi. Ces coûts indirects et à retardement sont énormes. Ils augmenteraient considérablement le prix de revient de l'unité de sang. On peut en dire autant des milliards d'euros ou de dollars d'indemnités versés aux victimes du sang contaminé ou à leurs familles. Y a-t-il une solution aux problèmes que posent à la société les dangers et les coûts de la transfusion ? Soigner sans transfuser permettrait-il de répondre aux besoins du patient tout en respectant ses droits ? Le docteur Earnshaw et le professeur Hetzer, et beaucoup d'autres, ont accédé à la demande de patients et de parents d'enfants mineurs. Voyons 3 exemples d'opérations délicates réalisées sans transfusion. Une opération à cœur ouvert est toujours complexe. À Berlin, le professeur Roland Hetzer explique ce qui l'a amené à opérer cette petite fille de 10 mois. Cet enfant présente une malformation cardiaque congénitale relativement rare. Le ventricule gauche communique directement avec l'oreillette droite, ce qui provoque un écoulement sanguin continuel du cœur gauche vers le cœur droit. 26 minutes d'arrêt cardiaque ont suffi pour corriger l'anomalie et normaliser la circulation sanguine. L'enfant n'a pas reçu de transfusion, elle n'a d'ailleurs presque pas saigné. Autre exemple, la chirurgie du foie passe pour exiger de grandes quantités de sang. À Jena, en Allemagne, le professeur Johannes Scheele procède à l'ablation d'une partie cancéreuse du foie chez un homme âgé. Combien de sang perdu ? 250 cc. Le patient n'a pas reçu de transfusion et le voici 18 heures plus tard en conversation avec le médecin dans le service de réanimation. À présent, un exemple de chirurgie orthopédique. À Londres, Peter Earnshaw, membre du Royal College, pose une prothèse totale du genou sur une femme âgée, opération qui, normalement, entraîne des pertes de sang importantes. Ces 3 opérations ont été réalisées par des équipes qui s'étaient engagées auprès du patient ou de ses parents à ne pas administrer de transfusion. S'agissait-il d'interventions expérimentales tentées par 3 pionniers ? Ils sont aujourd'hui plus de 100 000 médecins et chirurgiens dans 150 pays à se passer couramment de la transfusion. Commentaire de spécialistes. Tout anesthésiste et tout chirurgien devrait s'intéresser aux techniques d'épargne sanguine, car c'est une excellente façon de soigner. Quand on leur demande pourquoi ils se tournent vers les alternatives à la transfusion, beaucoup de médecins répondent « par respect pour la volonté du patient ». Le professeur Bloomberg, directeur d'un centre de transfusion. Il y a de plus en plus de patients qui préfèrent ne pas recevoir de transfusion, ou alors le moins possible, et il y en a qui s'opposent catégoriquement à ce qu'on les transfuse, quelles que soient les circonstances. Une autre raison incite les praticiens à revoir leurs habitudes.
la constatation qu'une certaine inconséquence est à l'origine de transfusions inutiles. Quiconque a le souci de mieux soigner ou de protéger son patient aurait intérêt à considérer un certain nombre d'études éloquentes. Tout d'abord, l'étude Sanguis, parrainée par la Commission européenne. L'étude a analysé les taux de transfusion dans 43 grands centres hospitaliers universitaires à travers l'Europe. Les implications de l'étude Sanguis laissent perplexe. Pour le même type d'opération, le nombre d'unités de sang transfusées varie parfois du tout au tout d'un hôpital à l'autre. En 1998, le professeur Ball a publié une étude de suivi. Dans cette étude de la transfusion en chirurgie en Belgique, appelée Biomed, nous avons inclus toutes les catégories d'hôpitaux et nous avons constaté la même variabilité. Il faut se rendre à l'évidence, la variabilité laisse entendre qu'une bonne partie de ces transfusions de produits sanguins sont inutiles. Une comparaison des deux études révèle un autre fait significatif. 2 centres ont participé à la fois à l'étude Sanguis et à l'étude Biomed. À la lumière de l'étude Sanguis, ils sont parvenus à réduire la quantité de sang employée en chirurgie lourde. Après ces changements, la mortalité est restée identique. Le séjour à l'hôpital s'est trouvé raccourci. Les nouvelles techniques n'étaient guère compliquées à mettre en œuvre. Elles leur ont demandé du temps et un énorme effort de formation. Mais ça n'a pas augmenté les coûts. Un peu plus tard, au Canada, le docteur Hébert a réalisé une vaste étude sur de grands malades en soins intensifs. Commentaire du professeur Spann. Le travail d'Hébert a montré chez plus de 800 patients qu'on obtenait une issue plus favorable en transfusant moins. Le constat s'impose. Une transfusion inutile, c'est un travail inutile doublé d'une dépense inutile. Attente des patients, excès de transfusion. Beaucoup de médecins voient également dans les alternatives à la transfusion un moyen d'éviter les risques transfusionnels. Il y a le risque de contamination bactérienne. Qu'elle survienne lors de la collecte ou à cause de mauvaises conditions de stockage, une telle contamination peut causer des infections aux conséquences fatales. Par ailleurs, malgré un meilleur dépistage, les infections virales constituent toujours une grave menace. Les experts redoutent l'avenir. Les virus actuels subiront-ils des mutations pour devenir pathogènes? Rien ne permet d'en douter. Le problème avec la contamination du sang transfusé, c'est qu'elle a toujours une longueur d'avance sur nous. De plus, les transfusions provoquent une immunosuppression chez le receveur, ce qui favorise les infections post-opératoires, ainsi qu'une récurrence plus rapide et plus fréquente des tumeurs. Nous estimons qu'aux États-Unis, peut-être de 10 à 50 000 patients meurent chaque année des causes liées à l'immunomodulation d'origine transfusionnelle. Le risque sans doute le plus surprenant et le moins reconnu est l'erreur humaine. Transfuser un sang incompatible entraîne une réaction au mieux légère, au pire fatale. Le docteur Spence, directeur d'un programme de formation en chirurgie. On se trompe de sang et c'est la catastrophe. Ces erreurs de manipulation ont tué et elles tuent encore. Des rapports vont jusqu'à imputer la moitié des décès d'origine transfusionnelle à l'erreur humaine. Au vu de ces réalités, volonté du patient, transfusion inutile, risque transfusionnel, mais aussi pénurie de sang et augmentation des coûts, le professeur Van der Linden résume le sentiment de nombreux experts. Compte tenu de son potentiel pour améliorer les soins donnés aux patients et pour limiter les dépenses, l'épargne sanguine n'est plus une option, c'est une nécessité. La bonne nouvelle, c'est qu'on dispose déjà de techniques sûres, efficaces et économiques.
On sait faire ce qu'il y a de mieux en matière de soins en se passant des transfusions. Il y a des choses simples et peu chères qui seraient utiles à la plupart des patients et réalisables dans les hôpitaux les plus petits. L'épargne sanguine est une méthode simple qui donne des suites opératoires plutôt simples, moins chères et ayant une meilleure issue pour le patient. Les techniques mises en œuvre par les équipes qui réussissent à éviter la transfusion reposent sur 3 grands principes directeurs. Le premier est la tolérance physiologique à l'anémie. Circulant dans les artères, les globules rouges alimentent tout le corps en oxygène. Le patient anémique manque de globules rouges par rapport à sa masse sanguine. En cas de perte sanguine importante lors d'une opération ou à la suite d'un accident, l'organisme est capable de tolérer une très forte anémie. Le professeur Moore, pionnier reconnu de la traumatologie, des études ont montré que l'être humain est physiologiquement capable de tolérer des taux d'hémoglobine bien plus bas que ce que l'on pensait. Le corps médical prend peu à peu conscience que les patients ont les ressources pour tolérer des anémies importantes. L'anémie n'est cependant tolérable par l'organisme que si le remplissage vasculaire est assuré. Nous savons que cette anémie peut être compensée par un remplissage, car c'est le volume qui compte alors pour maintenir la tension artérielle. Disposant de restaurateurs de volume peu onéreux, de plus en plus de médecins abandonnent la règle arbitraire, proposée en 1942, qui fixait à 10 de concentration d'hémoglobine le seuil transfusionnel, c'est-à-dire la limite à partir de laquelle la transfusion s'imposait. Le docteur Earnshaw explique comment il a mis en route une stratégie d'épargne sanguine. J'ai réduit de moitié notre taux de transfusion en abaissant notre seuil transfusionnel de 10 à 8 et en réfléchissant plus avant de transfuser. C'était très facile, ça n'a rien coûté. Le fait d'accepter ce premier principe suffirait à éviter des millions de transfusions et à économiser des milliards d'euros ou de dollars par an. Le deuxième grand principe en matière d'épargne sanguine consiste à stimuler la production de globules rouges chez le patient. C'est indispensable avant d'opérer un anémique et cela peut activer le rétablissement en cas de perte sanguine importante. Le professeur d'obstétrique Albert Hoch, auteur de travaux sur le sujet. Un apport complémentaire en fer suffit pour rééquilibrer la numération globulaire dans une large mesure et à relativement peu de frais. Dans certains cas, on utilise de l'érythropoïétine, ou EPO, produite par génie génétique. Le professeur Mercuriali, directeur d'un centre de transfusion, l'administration d'érythropoïétine a un effet stimulant qui accélère la production de globules rouges. Le troisième principe directeur consiste à minimiser les pertes sanguines. La meilleure méthode pour maîtriser une hémorragie, c'est d'éviter l'hémorragie. La chirurgie méticuleuse est un moyen pratique et peu onéreux. Divers instruments la rendent possible. L'électrocautérisation, par exemple, permet d'inciser puis de cautériser les vaisseaux immédiatement. Il existe aussi des substances qui limitent le saignement. Certaines sont appliquées localement. Ici, on utilise une compresse imprégnée de colle biologique pour empêcher le sang de suinter d'un foie sectionné. Le professeur Baron relève l'intérêt économique de ces moyens. La diminution tant du saignement péropératoire que de la quantité de produits sanguins utilisés compense le coût de l'agent. Un autre moyen efficace de minimiser les pertes en cas de saignement important consiste à récupérer le sang du patient. On sait aujourd'hui récupérer jusqu'à la moitié du sang épanché. Cette technique a également l'avantage de respecter la position éthique de beaucoup de ceux qui refusent catégoriquement les transfusions. Bien des témoins de Jéhovah, par exemple, acceptent la récupération sanguine. Il existe même de telles machines pour les bébés.
La récupération du sang épanché est une technique très importante, car grâce à elle, le sang perdu par le chirurgien ne l'est pas pour le patient. Il existe bien d'autres techniques. Toutes, en évitant des millions de transfusions, contribuent à limiter les risques et à réduire le coût pour la société. Pour illustrer l'efficacité que permet d'atteindre une association judicieuse de ces techniques, considérons le cas de Luana, 4 ans, née avec une grave malformation cardiaque. Une série d'opérations délicates attendait l'équipe du professeur Marcelletti, chef d'un service de chirurgie cardiaque à Modène, en Italie. Réalisée sans transfusion, à la demande des parents, la première opération a été un succès. Pour la deuxième intervention, on a de nouveau associé personnel compétent et matériel adéquat. Un cell saver a été utilisé. Chirurgie méticuleuse, électrocautérisation. L'opération a duré 2 heures et Luana n'a perdu que 100 millilitres de sang. Ses parents étaient très heureux et l'équipe médicale ravie du résultat. Nous avons réalisé l'opération sans transfusion, ce que nous essayons de faire avec tous les enfants qui passent ici. Je pense que tous ces petits ont le droit de ne pas être transfusés et de ne pas courir le risque d'une transfusion. Le docteur Rosengart confirme l'efficacité de la chirurgie cardiaque sans transfusion. Notre étude de 50 patients témoins de Jéhovah et de 100 autres patients montre un séjour plus court et des coûts moins élevés avec l'épargne sanguine. De nombreux praticiens estiment qu'il y a des cas où le sang est absolument nécessaire. Qu'en pensent ceux qui utilisent couramment les techniques alternatives à la transfusion en médecine d'urgence? Tout d'abord, l'avis de l'anesthésiste. Arrêter l'hémorragie, que ce soit par des moyens médicaux ou chirurgicaux, tel est le premier principe. Il faut agir vite et se rappeler que certaines techniques sont utilisables même en traumatologie. À présent, le point de vue du chirurgien. Pour un polytraumatisé qui perd beaucoup de sang, je prépare toujours le cell saver. Le professeur Cohn, chef du service de traumatologie et de réanimation d'un des plus grands centres de traumatologie des États-Unis, nous parle de patients qui refusent les transfusions. Sur les plus de 3000 témoins de Jéhovah qui passent ici chaque année, 250 à 275 subissent des opérations lourdes. Ce que nous constatons, c'est que les séjours ne sont pas plus longs, ni la mortalité plus élevée. Je dirais même que c'est plutôt le contraire. L'expérience fait dire à de nombreux médecins que soigner sans transfuser est globalement avantageux. Le plus beau avec les alternatives à la transfusion, c'est que ce qui marche le mieux est généralement le moins coûteux. Le sang coûte cher, les nouvelles techniques nous ont permis de réduire de 70% nos dépenses de transfusion pour les transplantations du foie, soit des centaines de milliers de livres par an. C'est largement supérieur au coût des produits, des traitements et des moyens mécaniques que nous employons pour limiter les pertes sanguines. C'est plus une question d'engagement que de moyens techniques. On peut obtenir des résultats identiques sans utiliser de machines particulièrement coûteuses. L'intérêt de soigner sans transfuser n'est pas seulement d'ordre financier et médical, il est aussi d'ordre moral. Ne pas transfuser, c'est respecter le libre arbitre du patient en matière de traitement. L'un des principes de base d'une médecine de qualité, c'est de se soucier de la volonté du patient. Le professeur Harding, qui enseigne la déontologie, ce devoir déontologique consistant à ne pas nuire, à rechercher la meilleure issue pour le patient, serait associé aujourd'hui à un autre devoir qui est de respecter l'autonomie du patient, de respecter ses opinions et ses décisions. Ce que Sheila McLean, professeure de droit et d'éthique en médecine, résume ainsi: sur les plans juridiques et déontologiques, les médecins ont l'obligation quasi absolue de respecter le choix du patient. Le professeur Guillot, fondateur de l'Institut de droit de la santé à l'Université de Neuchâtel, à propos de la notion de droit du patient,
Je pense que le droit le plus fondamental du patient est le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit qu'a tout patient de décider de ce qu'on va faire de son corps. Les patients ont le droit d'être informés de l'existence d'autres traitements, mais plus encore des risques et des bénéfices associés à chacun de ces traitements. Le professeur Weishauer, au sujet de l'évolution des droits du patient. Autrefois, le médecin décidait du traitement et en assumait la pleine responsabilité. Avec le temps, la relation médecin-patient a évolué vers un partenariat où chacun a autant de droits que l'autre. Le respect des droits du patient va dans le sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces questions ont d'ailleurs pris une telle importance qu'en 1997, le Conseil de l'Europe a élaboré la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. L'article 5 stipule « Une intervention ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. » La doctrine du choix éclairé dit que le patient a le droit d'accepter ou de refuser tout acte médical, par exemple une transfusion sanguine. Abordant un sujet sensible, l'article 6 déclare « L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant en fonction de son âge et de son degré de maturité. » Il est incontestable que des mineurs, au sens juridique, ont le droit et très souvent sont capables, s'ils sont adolescents, de prendre des décisions concernant leur traitement et leur santé. Comment patients et parents exercent-ils leur libre arbitre dans la pratique ? Le médecin, qui ne pense pas être en mesure de donner satisfaction à un patient qui désire être soigné sans transfusion, devrait essayer de diriger ce patient soit vers un confrère ou encore vers un établissement qui maîtrise les alternatives à la transfusion. Mais qu'en est-il dans les situations d'urgence quand le patient est incapable d'exprimer sa volonté ? Le droit de formuler des choix thérapeutiques à l'avance est désormais reconnu. Cela se fait sous la forme d'un document écrit par lequel le patient montre qu'après avoir considéré certaines situations, il a pris une décision claire concernant un choix thérapeutique. En situation d'urgence, on devrait systématiquement regarder si le patient n'a pas d'instruction prévisionnelle ou de procuration dans son portefeuille. Le respect des droits du patient a un autre avantage. L'expérience prouve qu'un patient qui se sent impliqué dans son traitement se rétablit généralement plus vite. Témoin le cas de cette femme opérée à l'hôpital St. Richard de Chichester, dans le sud de l'Angleterre. Madame Whittington avait une arthrite de la hanche qui exigeait la pose d'une prothèse totale de hanche. Comme elle est témoin de Jéhovah, elle ne voulait pas de transfusion sanguine. Je crois très sincèrement que la parole de Dieu interdit de prendre du sang. Et ce que dit la parole de Dieu est la vérité. Monsieur Patel n'a vu aucune objection à ne pas utiliser de sang. Le médecin a le devoir d'écouter les demandes de ses patients, d'écouter ce qu'ils ont à dire, puis de leur proposer un choix éclairé entre plusieurs possibilités. Au cours d'une conversation franche, le médecin a abordé la question de la récupération du sang épanché. Il m'a donné des explications et quand j'ai compris à quoi servait la machine, j'ai dit que j'étais d'accord. Les relations entre les patients et le personnel médical sont excellentes. Nous sommes très ouverts et nous sommes tous disposés à apprendre. Qu'a produit cet esprit de coopération ? Les techniques employées pendant l'opération de Madame Whittington ont été une hémostase méticuleuse, la récupération du sang épanché à l'aide d'un cell saver et la pose d'une prothèse cimentée.
Elle me dit qu'elle est ravie du résultat de l'opération car elle ne souffre plus. L'accroissement et le vieillissement de la population mondiale vont de plus en plus compliquer la tâche des systèmes de santé, ce qui est déjà le cas en de nombreux endroits. Dans ce contexte, l'épargne sanguine est une voie prometteuse. Un programme d'épargne sanguine bien adapté. C'est d'une part un coût total diminué pour le patient et d'autre part des économies pour la société. S'il est vrai qu'aucune intervention médicale n'est dénuée de risques, soigner sans transfuser répond aux besoins du patient tout en respectant ses droits. Je prévois que dans l'avenir, les patients ne seront pas loin d'espérer que n'importe quelle opération soit pratiquée sans transfusion. En laissant le patient choisir lui-même son traitement, non seulement on respecte mieux son autonomie, mais on favorise la médecine de qualité. Les divers procédés qui permettent de diminuer le besoin de transfuser sont aujourd'hui parfaitement définis, éprouvés, absolument sûrs. N'importe quel établissement dans le monde peut mettre cela en œuvre. L'épargne sanguine, c'est de la médecine sûre, efficace et génératrice de progrès. C'est ce qu'il y a de mieux pour les patients et c'est ce qui devrait être la norme en médecine. À Berlin, le professeur Roland Hetzer de l'Institut allemand de cardiologie corrige une communication interventriculaire chez une petite fille de 10 mois. À la clinique universitaire Friedrich Schiller d'Iéna, en Allemagne, le professeur Johannes Scheele effectue une résection hépatique. À Londres, Peter Earnshaw, membre du Royal College qui exerce aux hôpitaux Guy et Saint-Thomas, met en place une prothèse du genou. Ces interventions lourdes répondent de surcroît à une exigence supplémentaire. Chaque équipe s'est engagée à opérer sans transfusion allogénique. Aujourd'hui, dans quelques 150 pays, plus de 100 000 médecins se sont engagés à soigner sans transfusion parce qu'ils considèrent que les stratégies alternatives à la transfusion sont simples, sûres et efficaces. Tout semble avoir commencé avec les interventions cardiaques sans transfusion réalisées par le docteur Coulet dans les années 50. Ce chirurgien opérait des témoins de Jéhovah qui, tout en voulant des soins de qualité, refusaient la transfusion allogénique par respect du commandement biblique de s'abstenir du sang. En 1977, il publie ses résultats sur 20 ans et 542 interventions cardiaques sans transfusion. Il constate un risque suffisamment faible pour être acceptable. Le docteur Richard Spence, pionnier en alternative à la transfusion. Ce que nous avons appris grâce aux patients témoins de Jéhovah dans les débuts de la chirurgie et de la médecine sans transfusion s'appliquait manifestement à tous nos autres patients. La spécialité qu'est devenue l'épargne sanguine se traduit par la mise en œuvre programmée de moyens multiples pour ne pas avoir à transfuser au patient le sang d'un autre. Nous opérons aussi bien des nouveau-nés que des nonagénaires, mais les techniques restent les mêmes. Le professeur Hour, au sujet de ces techniques et d'autres patients.
À l'époque où les risques transfusionnels n'étaient pas aussi bien caractérisés qu'ils le sont aujourd'hui, 15% des femmes de ce groupe à risque étaient transfusées. Aujourd'hui, c'est largement moins de 1%, alors que notre centre est spécialisé dans la prise en charge de grossesses à risque. Nous avons diminué notre taux de transfusion dans la prothèse du genou, de sorte qu'il est maintenant entre 5 et 8%. L'idéal serait de l'amener à 0. Pourquoi cet effort? Le professeur Hetzer. Aujourd'hui, au moins 80% des patients préféreraient nettement ne pas recevoir de transfusion. Or, pour des raisons juridiques et éthiques, on s'efforce de plus en plus de respecter la volonté du patient. Des experts voient également dans les risques transfusionnels une raison d'éviter la transfusion allogénique. Qu'elle soit allogénique ou autologue, toute unité de sang de banque peut faire l'objet d'une erreur d'administration et d'incompatibilité ABO, entraînant une réaction hémolytique mortelle. Au nombre des effets indésirables de la transfusion, il y a la transmission non seulement des virus pathogènes bien connus, comme le VIH ou l'hépatite B ou C, mais aussi de nouveaux virus, répandus dans la population de donneurs. Les infections parasitaires sont également de plus en plus transmises par voie transfusionnelle. L'incidence sur la santé publique de l'immunomodulation due à la transfusion est très difficile à évaluer. Nous estimons qu'aux États-Unis, peut-être de 10 à 50 000 patients meurent chaque année des causes liées à l'immunomodulation d'origine transfusionnelle. Les virus actuels subiront-ils des mutations pour devenir pathogènes? Rien ne permet d'en douter. Beaucoup sont conscients de ces risques et de leurs coûts, mais ils estiment ne pas avoir d'autre choix. Pourtant, même les effets bénéfiques de la transfusion allogénique sont remis en question à la lumière d'une étude originale. Cette étude a comparé, chez de grands malades en soins intensifs, un protocole transfusionnel dit libéral et un protocole limitatif. Les résultats sont surprenants, surtout en ce qui concerne les taux de mortalité. Le travail d'Hébert a montré chez plus de 800 patients qu'on obtenait une issue plus favorable en transfusant moins. Deux études antérieures confirment la nécessité de revoir les protocoles transfusionnels. Examinons d'abord l'étude Sangis, publiée en 1994. Parrainée par la Commission européenne, l'étude a analysé les taux de transfusion dans des établissements importants à travers l'Europe. On a étudié de façon prospective la pratique transfusionnelle dans 43 centres hospitaliers universitaires pour 6 interventions courantes et standardisées. L'étude a révélé que pour une intervention donnée, le pourcentage des patients transfusés variait du tout au tout selon l'établissement. De 0 à 96% pour un pontage coronarien, de 0 à 100% pour une prothèse de la hanche. Ce qu'il faut retenir de l'étude, c'est la variabilité dans la pratique transfusionnelle d'un établissement à un autre pour exactement la même intervention chirurgicale. En 1998 a été publiée une étude de suivi. Dans cette étude de la transfusion en chirurgie en Belgique, appelée Biomed, nous avons inclus toutes les catégories d'hôpitaux et nous avons constaté la même variabilité. Il faut se rendre à l'évidence, la variabilité laisse entendre qu'une bonne partie de ces transfusions de produits sanguins sont inutiles. Il y a néanmoins un point positif concernant 2 centres qui ont participé aux 2 études. À la suite de l'étude Sangis, ils ont modifié leur protocole. Ils sont parvenus à diviser par 5 au moins la quantité de sang employée en chirurgie lourde, comme la colectomie en chirurgie carcinologique. Le séjour des patients à l'hôpital étant plus court, rien n'indique une augmentation de la mortalité ou de la morbidité. À la lumière des connaissances acquises ces dernières années, le professeur Philippe van der Linden résume l'avis de nombreux experts.
compte tenu de son potentiel pour améliorer les soins donnés aux patients et pour limiter les dépenses, l'épargne sanguine n'est plus une option, c'est une nécessité. Mais sur quoi repose une stratégie alternative à la transfusion? Les experts soulignent l'importance d'un travail d'équipe. Il faut vraiment que ce soit un effort conjugué, un travail d'équipe. Et la stratégie doit être élaborée en fonction de l'état du patient et aussi de l'intervention à réaliser. Certaines techniques conviennent à certaines interventions et à certains chirurgiens, mais pas à d'autres. Les techniques mises en œuvre par les équipes qui réussissent à éviter la transfusion reposent sur 3 grands principes directeurs. Si le patient a une quantité insuffisante de globules rouges pour supporter l'intervention, c'est au stade de la planification préopératoire qu'on doit le découvrir. Cette insuffisance est déterminée par l'hématocrite, par la masse sanguine calculée du patient, par les pertes sanguines habituellement associées à l'intervention, mais aussi par le seuil transfusionnel considéré comme raisonnable ou tolérable chez le patient en question. Le premier principe est la tolérance physiologique à l'anémie, ce qui implique de revoir la conduite à tenir devant une anémie. Certains prennent encore comme seuil transfusionnel universel un hématocrite de 30% ou une concentration d'hémoglobine de 10 grammes par décilitre. Or, ce seuil est tiré d'un article d'Adams et Lundy qui date de 1942. Je suis persuadé que ce chiffre magique de 10 grammes n'a rien à faire ici. Notre expérience avec les témoins de Jéhovah a montré que les concentrations d'hémoglobine que nous pensions autrefois indispensables ne le sont pas. On ne doit pas avoir de règle absolue. Pour certaines interventions, on peut, si nécessaire et en fonction du patient, anesthésier malgré une hémoglobine de seulement 2 ou 3 grammes. Les médecins insistent sur l'importance de maintenir la normovolémie au moyen d'un remplissage vasculaire ordinaire. En normovolémie, la consommation d'oxygène reste inchangée pour une très large fourchette d'hématocrite. Selon le professeur van der Linden, les 2 principaux mécanismes qui assurent le maintien d'une oxygénation tissulaire adéquate sont l'augmentation du débit cardiaque et l'amélioration des capacités d'extraction de l'oxygène. Ainsi, aux hématocrites indiqués, la quantité d'oxygène extraite des globules rouges chez le patient non anémique est pour ainsi dire la même que celle extraite des globules rouges moins nombreux chez le patient anémique en normovolémie. L'augmentation du débit cardiaque résulte de la viscosité réduite et de la stimulation sympathique. L'amélioration de l'extraction résulte de la redistribution du débit sanguin vers des territoires à demande métabolique élevée et d'une meilleure microcirculation. Je suis convaincu qu'une meilleure connaissance des mécanismes qui assurent une oxygénation tissulaire adéquate pendant une anémie aiguë normovolémique permettrait de réduire le risque pour le patient d'être transfusé. Quels sont les résultats de ce principe? J'ai réduit de moitié notre taux de transfusion en abaissant notre seuil transfusionnel de 10 à 8 et en réfléchissant plus avant de transfuser. C'était très facile, ça n'a rien coûté. Nous savons que nous pouvons laisser des patients se stabiliser à des valeurs d'hémoglobine relativement faibles sans les transfuser. Bien entendu, il faut prévoir sa stratégie, surtout si le patient refuse la transfusion allogénique pour des motifs religieux ou autres. La planification préopératoire doit comporter une évaluation attentive du risque hémorragique et des analyses biologiques et hématologiques usuelles. En fonction du patient, ces analyses peuvent comprendre un bilan d'hémostase et le dépistage d'affections jouant un rôle dans l'anémie. Ensuite, il faut calculer la marge de sécurité du patient, c'est-à-dire les pertes sanguines que ce patient en particulier peut tolérer durant toute la période périopératoire. Le docteur Earnshaw explique sa façon de procéder dans le cas d'une arthroplastie.
Tout ce qu'il vous faut savoir, c'est la taille et le poids du patient, son sexe, sa valeur d'hémoglobine ou son hématocrite, et vous pouvez calculer sa masse sanguine. Ensuite, vous utilisez vos pertes sanguines, et tout chirurgien qui a pratiqué un certain nombre d'arthroplasties devrait pouvoir consulter ces dossiers pour connaître les pertes sanguines lorsqu'il opère. Puis, la seule donnée qui reste à déterminer est la perte sanguine que peut tolérer le patient. Jusqu'où pouvez-vous le laisser descendre? Que faire si la perte prévisible dépasse la perte tolérable? Vous pouvez augmenter la valeur des pertes sanguines que peut tolérer votre patient simplement en abaissant le seuil transfusionnel ou en élevant son hématocrite initial, ce qui lui permettra d'arriver au bloc opératoire avec une plus grande masse globulaire. Nombre de ces techniques relèvent du deuxième principe d'une stratégie d'épargne sanguine, optimiser la masse globulaire. Nous savons amplifier la masse de globules rouges circulant chez le patient avant une intervention chirurgicale au moyen d'antianémiques peu onéreux, comme le fer, l'acide folique et la vitamine B12. Dans certains cas, l'érythropoïétine ou EPO, associée à un traitement martial, peut corriger une anémie ou augmenter l'hématocrite jusqu'à une valeur comprise entre 45 et 50%. On commence ce traitement normalement 10 à 21 jours avant l'intervention. L'EPO est représenté ici par les petits points. Elle stimule la production de globules rouges en agissant sur la survie, la différenciation et la maturation des cellules de la lignée érythroblastique dans la moelle osseuse. À la fin de ce stade, l'érythroblaste perd son noyau pour devenir érythrocyte et passe dans la circulation sanguine. Notez l'accélération du processus sous EPO. Outre qu'elle augmente le nombre des globules rouges produits, l'administration d'érythropoïétine permet de gagner une semaine environ. Ici, d'après une étude, on voit l'augmentation plus importante de l'hématocrite grâce à un traitement par EPO. En utilisant l'érythropoïétine, nous pouvons augmenter l'hémoglobine dans la circulation de 1 g par décilitre et par semaine de traitement. Le traitement par érythropoïétine recombinante est une technique dont l'efficacité a été démontrée en épargne sanguine, surtout en chirurgie orthopédique chez le patient anémique, c'est-à-dire le patient ayant au départ une hémoglobine inférieure à 13 grammes ou un hématocrite inférieur à 39%. Nous utilisons l'érythropoïétine dans des cas précis. Par exemple, mais pas uniquement, chez les enfants de témoins de Jéhovah, à qui nous commençons 4 à 6 semaines avant l'intervention à l'administrer 2 fois par semaine à raison de 400 unités par kilo. Si nous associons les deux principes, c'est-à-dire l'augmentation de l'hématocrite préopératoire et l'abaissement du seuil transfusionnel, nous pouvons accepter des pertes sanguines encore plus importantes sans devoir procéder à une transfusion allogénique. Du reste, ces pertes sanguines peuvent à leur tour être réduites grâce à certaines techniques chirurgicales ou anesthésiques. Effectivement, même des interventions aussi lourdes que les interventions rachidiennes ou les réinterventions cardiaques sont désormais réalisées régulièrement avec une marge de sécurité encore accrue grâce à l'application du troisième principe. Réduire l'hémorragie ou récupérer le sang épanché. Voilà qui nous amène à plusieurs techniques péropératoires. Le positionnement du patient permet de diminuer le saignement opératoire. La pression veineuse locale varie en fonction de la position par rapport au cœur. Une pression plus faible diminue le saignement. Positionner le patient correctement fait une grande différence en chirurgie orthopédique, surtout rachidienne. La compression de l'abdomen et donc des veines paravertébrales augmente les pertes sanguines. En évitant de comprimer l'abdomen, on diminue les pertes sanguines.
Un autre moyen de réduire la pression veineuse locale consiste à pratiquer une anesthésie régionale plutôt que générale, comme ici pour une césarienne. Autre technique, maintenir la normothermie du patient, surtout lorsque l'intervention dure longtemps. Une baisse de 1 ou de 2 degrés altère la fonction des plaquettes et des facteurs de coagulation. Il est donc indispensable de maintenir la normothermie. La normothermie est très importante. Par conséquent, la température dans notre bloc est de 27 degrés lors d'interventions lourdes, ce qui est parfois inconfortable pour nous, mais très bon pour le patient. On peut également réchauffer directement le patient au moyen de couvertures ou de vêtements isolants. Il existe aussi des appareils simples pour chauffer les poches de liquide avant perfusion. La technique suivante est l'hémodilution. Les principes de l'hémodilution en matière d'épargne sanguine sont relativement simples. Si l'on prélève du sang immédiatement avant ou après l'induction de l'anesthésie et qu'on le remplace par des liquides non sanguins, lorsque le patient saignera au cours de l'intervention, il perdra moins de globules rouges. Lorsque le patient perd 100 ml de sang, si son hématocrite est de 27%, il perd en fait 27 ml de globules rouges au lieu des 45 ml qu'il aurait perdu si son hématocrite avait été de 45% au moment de la chirurgie. À noter que bon nombre de patients témoins de Jéhovah acceptent ce procédé. L'hémodilution offre certainement un bon rapport coût-efficacité. Mais surtout, elle est bénéfique, car comme le montrent les études, elle améliore la rhéologie sanguine. Autre technique d'épargne sanguine possible, l'hypotension induite ou l'abaissement contrôlé de la tension artérielle moyenne, le plus souvent par un agent qui diminue la résistance vasculaire systémique. Cela permet d'éviter jusqu'à 50% des pertes sanguines. Toutefois, la prudence s'impose lorsqu'on associe hypotension induite et hémodilution, car l'hypotension peut gêner la redistribution normale du débit sanguin. Autre facteur clé de l'épargne sanguine, une hémostase chirurgicale méticuleuse. On doit inciser délicatement la peau, puis cautériser tous les vaisseaux. La technique chirurgicale de base pour maîtriser l'hémorragie est la ligature des vaisseaux, tous les vaisseaux, jusqu'à 1 mm de diamètre. Si le saignement persiste, on recourt à la cautérisation, dont la coagulation par faisceau-argon. Nous l'utilisons dans la transplantation hépatique. Il y a aussi des agents hémostatiques. Il existe 2 sortes d'agents. D'abord, les produits à action générale qu'on administre par voie intraveineuse, comme l'acide tranexamique et la protinine, et ensuite les produits à action locale, comme les cols, que le chirurgien peut employer pour limiter l'hémorragie dans le champ opératoire. Voici une compresse imprégnée de colle biologique appliquée sur une tranche de section hépatique. Elle contient un produit sanguin, la fibrine, entre autres accepté par bon nombre de témoins de Jéhovah. Dernière technique péropératoire, la récupération des globules rouges. Si l'hémorragie devient abondante, on aspire le sang épanché en se servant d'un appareil de récupération, souvent gardé prêt à l'emploi au bloc. Le sang recueilli passe dans l'appareil pour être filtré, ce qui enlève les débris tissulaires et autres. Certains appareils effectuent ensuite un lavage des globules rouges. Un tel appareil permet de récupérer jusqu'à 50% du sang épanché qui autrement serait perdu. Bon nombre de patients témoins de Jéhovah acceptent également cette technique. La récupération du sang épanché est une technique très importante, car grâce à elle, le sang perdu par le chirurgien ne l'est pas pour le patient. On a recours à la récupération lorsqu'on prévoit des pertes sanguines de l'ordre de 1 litre ou plus chez le patient adulte. La récupération périopératoire est très utile en épargne sanguine, parce qu'elle est très facile à mettre en œuvre dans la majorité des interventions cardiovasculaires,
orthopédique, gynécologique et autres. Ainsi donc, on peut l'employer largement en chirurgie. Certains appareils peuvent être utilisés chez le petit enfant, ce qui élargit les possibilités, et des dispositifs de récupération simples sont souvent précieux en post-opératoire. Dans la prothèse du genou, où la chirurgie réalisée sous garrot est presque exsangue, nous récupérons le sang épanché immédiatement après en post-opératoire. C'est simple, utile et peu cher. Ce que le patient perd, nous le filtrons et le lui remettons. Nous le faisons depuis 4 ans et nous sommes très satisfaits des résultats. Un autre moyen important de réduire les pertes sanguines est le recours à des microméthodes d'analyse biologique. Les micro-prélèvements sont particulièrement nécessaires dans les soins pré- et post-opératoires aux adultes anémiques et aux nouveau-nés. Le professeur Michael Obladen parle des soins aux prématurés. Il est utile d'enseigner aux médecins la quantité exacte de sang nécessaire et à ne pas en prélever plus. Autrefois, il était courant de prélever un demi-millilitre supplémentaire dans le doute. Aujourd'hui, nous ne parlons plus en termes de millilitres, mais de microlitres. Tous les prélèvements sont consignés sur la feuille de soins du bébé pour que l'ensemble du personnel soignant connaisse la quantité cumulée des prélèvements. Le professeur Ernest Moore au sujet des adultes. Si vous additionnez tous les prélèvements faits dans une semaine en soins intensifs, vous arrivez à un volume étonnant de sang prélevé. En privilégiant les micro-prélèvements, nous pouvons donc réduire nettement les pertes sanguines dues aux prélèvements. On demande souvent aux médecins qui préconisent des alternatives à la transfusion si elles peuvent être mises en œuvre en traumatologie ou en cas d'urgence. En ce qui concerne la conduite à tenir chez le patient qui a subi des traumatismes ou une hémorragie massive et imprévue, la règle est d'agir vite. Arrêter l'hémorragie, que ce soit par des moyens médicaux ou chirurgicaux, tel est le premier principe. Le deuxième consiste à savoir qu'en fonction des circonstances, on peut utiliser des techniques comme la récupération des globules rouges pour redonner au patient son propre sang. En anesthésie, les notions à assimiler sont l'acceptation d'une certaine hypotension et une légère restriction par rapport à l'administration d'énormes quantités de restaurateurs de volume, surtout tant qu'on n'a pas assuré l'hémostase chirurgicale, c'est-à-dire trouver la source de l'hémorragie et stopper celle-ci. À mon avis, l'une des avancées les plus importantes dans le domaine de l'épargne sanguine en traumatologie est le concept de l'intervention première pour contrôle des lésions majeures. Ce qui veut dire qu'après la laparotomie ou la thoracotomie, si l'on constate un trouble de la coagulation, on s'occupe des vaisseaux importants qui saignent et on applique des compresses à la surface hémorragique avant de fermer la plaie temporairement. Cela permet d'amener le patient en salle de soins intensifs pour continuer la réanimation et corriger les causes précises des perturbations de la coagulation, comme l'hypothermie. En traumatologie, le réchauffement du patient est crucial, car l'hypothermie profonde perturbe la coagulation, ce qui augmente les pertes sanguines. Le professeur Moore évoque d'autres démarches efficaces. En soins intensifs, lors de la prise en charge de cas lourds, je pense que l'emploi de l'érythropoïétine s'impose, d'autant plus chez le polytraumatisé. Chez le patient témoin de Jéhovah, nous administrons l'érythropoïétine et le fer sans tarder, immédiatement après son entrée à l'hôpital. Il nous arrive également de faire appel à la radiologie interventionnelle par anticipation, pour examiner des viscères pleins et pour emboliser des artères qui ne saignent pas encore, mais qui risquent de le faire plus tard. Il convient d'envisager les techniques que nous venons de passer en revue dans le cadre d'une stratégie globale. Dire qu'il existe de nombreuses alternatives à la transfusion est exact, mais ce n'est pas le principal. L'essentiel est de savoir associer ces techniques selon les besoins du patient. Tous les patients n'ont pas besoin de toutes les techniques. L'érythropoïétine en est un bon exemple.
Le docteur Rosengart a publié 2 études sur les stratégies multimodulaires d'épargne sanguine dans les pontages coronariens sans transfusion allogénique. Notre étude de 50 patients témoins de Jéhovah et de 100 autres patients montre un séjour plus court et des coûts moins élevés avec l'épargne sanguine. La médecine semble promise à des progrès rapides au cours du nouveau millénaire. Dans l'immédiat, Je pense que tous les médecins devraient s'intéresser aux stratégies d'épargne sanguine, parce qu'il existe tout un faisceau de preuves indiquant qu'elles entraînent des réductions de la morbidité, de la mortalité et des coûts. La faible quantité de sang transfusé pourrait servir d'indice de qualité au sein d'une unité chirurgicale. Je pense que la transfusion la plus sûre est celle qui n'est jamais administrée. L'épargne sanguine est une méthode simple qui donne des suites opératoires plutôt simples, moins chères et ayant une meilleure issue pour le patient. Il y a des choses simples et peu chères qui seraient utiles à la plupart des patients et réalisables dans les hôpitaux les plus petits. Les alternatives à la transfusion sont sûres. Je ne les réserve pas aux seuls témoins de Jéhovah, je les utilise chez tous mes patients. Les alternatives à la transfusion, c'est de la bonne pratique médicale, de la médecine sûre et sérieuse.